Merci à vous tous d'être présents ce matin pour cette session, d'être matinaux. Alors, nous avons une question aujourd'hui, ce matin, à traiter qui ressemble à un devoir de philo. Faut-il croire en l'avenir? Énormément de sujets absolument passionnants à traiter en 50 minutes, donc c'est assez court, avec la ministre de l'Éducation suédoise, Anna Ekström, avec Thierry Bolloré, qui est patron de Renault, avec Benoît Potier, PDG de l'Air Liquide, et avec Valérie Pécresse, qui préside la région Île-de-France. Donc merci d'être là. Comme c'est la tradition dans nos débats ici à Aix, je vais passer tout de suite la parole à Philippe Aghion pour qu'il nous plante un peu le décor et qu'il nous donne sa vision de cette question philosophico-économique. Philippe. Merci beaucoup. Donc tu as instruction que si je vais trop loin, si je parle trop longtemps, tu me coupes le micro. Je te couperai, ne t'inquiète pas. Après une décennie de 89-99 où on a cru que l'histoire avait pris fin, que tous les pays du monde avaient trouvé le chemin qui réconcilie développement et démocratie, la période récente est marquée par la morosité et le pessimisme. Une croissance faible dans la zone euro, une polarisation croissante des richesses, un réchauffement climatique qui s'accélère, un regain de tensions commerciales et géostratégiques et une montée inexorable des populismes. Face à la complexité et à la difficulté de relever tous ces défis, qu'est-ce qui nous permet de croire encore en l'avenir? Alors moi, l'idée, c'est que je pense qu'on peut, c'est de la ténacité, c'est un optimisme de combat, c'est de la ténacité et de l'imagination. Alors, le premier élément, c'est qu'une première source d'espoir, c'est qu'il est possible de réconcilier croissance et maîtrise des inégalités. On peut rendre la croissance plus inclusive. L'éducation, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour la mobilité sociale. La concurrence, qui permet à de nouvelles activités de remplacer d'anciennes activités, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour la mobilité sociale. La flexi-sécurité, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour la mobilité sociale. La question, c'est comment inciter à la reprise du travail, par exemple, sans vulnérabiliser les chômeurs involontaires. Voilà, ça c'était la question qui se posait avec les récentes mesures sur l'assurance chômage. Ça, il faut être imaginatif, peut-être plus que le gouvernement ne l'a été. Deuxième exemple, deuxième source d'espoir, c'est que la taxe carbone est importante, mais ce n'est pas le seul levier pour rendre la croissance plus verte et combattre le réchauffement climatique. Le mouvement des Gilets jaunes nous a en effet posé un extraordinaire défi, celui de concevoir des politiques environnementales qui internalisent les difficultés quotidiennes de nombre de nos concitoyens. Alors il y a des leviers, il y a l'atout du nucléaire qui nous permet de mieux planifier la transition énergétique vers le renouvelable. Mais comment planifier cette transition de façon optimale? Il y a d'autres leviers, l'incitation à l'innovation verte, la subvention à l'innovation verte et au transfert de technologies vertes est un levier au moins aussi important que la taxe carbone. Le levier des tarifs carbone pour pénaliser les pays ou entreprises qui seraient tentés par les paradis de pollution. Donc ça, c'est un autre levier. Et comment les introduire dans les règles de commerce international? Donc je pense que là, à nouveau, il y a des leviers, il y a des solutions, mais il faut être imaginatif. Voilà. Une autre source d'espoir, c'est la baisse des taux d'intérêt qui réduit la charge de la dette. Pourquoi ne pas utiliser cette baisse de charge de la dette due au taux d'intérêt faible pour investir dans la transition énergétique, pour faire des investissements de transition? Parce que ça se justifie. Si on ne fait pas la transition énergétique maintenant, ça va coûter beaucoup plus cher demain. Donc il y a une bonne raison de s'endetter maintenant pour investir dans la transition énergétique. Enfin, une autre source d'optimisme, et j'en terminerai là, il y a le résultat des élections européennes qui n'a pas confirmé la poussée populiste anticipée. Ce résultat devrait encourager de nouvelles initiatives pour relancer l'Europe. Quelles initiatives pousser? Quelle approche adopter? Faut-il pousser prioritairement pour des changements de gouvernance? Les Français, on est toujours très bons pour dire changeons la gouvernance de la zone euro, changeons la gouvernance de ci, la gouvernance de ça énerve les Allemands tout à fait. Et les Allemands, ils nous disent mais non, arrêtez avec vos bêtises, faites de l'Europe des projets, lançons des projets. Pourquoi ne pas créer une DARPA franco-allemande, dominante franco-allemande pour les innovations de rupture, comme la DARPA américaine, qui serait, voilà, où essentiellement sur la défense et l'énergie, eh bien, les pays comme la France et l'Allemagne, et puis d'autres ensuite, eh bien,
irait dans des projets et on attaquerait la gouvernance par les projets. Pourquoi ne pas avoir une vision nouvelle de relancer l'Europe à partir des projets? Voilà quelques exemples pour montrer que, en fait, l'imagination nous permet de faire beaucoup de choses. C'est un optimisme de combat, ténacité et imagination. Et c'est à ça que je suis sûr que tous nos participants vont arriver avec beaucoup d'idées nouvelles pour nous expliquer pourquoi il faut croire dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci Philippe, on savait que tu étais imaginatif et donc tu nous le prouves une fois de plus. On va passer en anglais avec la ministre de l'Éducation suédoise. Although I think you understand French perfectly, but Minister, you're in charge of the future as a Minister of Education, of course. So maybe you could tell us a little bit what are the recipes that you could show us from your experience in Sweden. And by the way, thank you for being here. It's a long way from your country, so thank you. Well, thank you very, very much for inviting me and to come here yesterday from 10-degree Stockholm was, I really had a warm welcome. Dear friends, there is a word in the Swedish language which comes from the German language and which I don't think you will find in French or in English, and that is the word Bildung. It's very hard to explain this word. You could explain it as a kind of foundation. A Swedish author once said that Bildung is what is left when you have forgotten all the things you learned. And this is a very good explanation because it tells you that this is like a foundation within you that makes you a good citizen. So I think this concept of Bildung comes very well into a society. Can you hear me? A society which builds on citizenship. In the Swedish curriculum, it says that every child should learn things in order to be able to live a life in responsible freedom. That is a way of expressing that schools and education should prepare everyone for working life, should prepare everyone for further studies, but should also prepare everyone for a life as a responsible citizen, taking care of yourself and your neighbors and all the other citoyens and citoyennes around you. We are used to living in society built on meritocracy. To have meritocracy, which is very connected to the Bildung concept, you need to have trust. You need to have trust in the education system. You need to have trust in the recruitment processes. You need to have trust in educational institutions, universities. And the concept of trust is at the core of this debate. In order to believe in the future, you really need to have trust in your own ability and the abilities of the people around you. What we are seeing now is a decrease in trust. Trust is going down globally when it comes to public institutions, when it comes to democracy itself. A very interesting survey the other year told us that among young persons in Europe, the concept of democracy was questioned. Quite a large proportion of them were in favor of a strong leader rather than democratic institutions. Trust in media is, that trust in media is on the decrease is evident. Trust in research, for instance, when it comes to climate, is also evident. And the decrease in trust is not only among the poor people, not only among the uneducated, but also in very high circles. But if you look at the statistics, you will see that there is a very, very strong connection between the level of trust and the socioeconomic status. In fact, in a world where you see increasing divisions,
you are also seeing an increasing division in the level of trust between those who have and those who have not. Low trust is a recipe for populism, and low trust is a recipe for not believing in the future. Of course, education is the tool. Education is what you need in order to vaccinate against low trust and against populism. And education is, of course, not only what we have at hand, but also what has worked historically. In the times when our European societies were maybe not prospering, but growing, when people were feeling that the future is brighter than today, when there was a widespread feeling that my children will have a better life than I have, the contrast towards today, in those days we focused on education. We built educational institutions. And my plea today is, of course, to use education as the best tool to increase trust in our societies and to increase trust in tomorrow. We need education to prepare for work. We need education to prepare for further studies. But more than ever, we need education to prepare ourselves for a life as a responsible citizen in responsible freedom. We're living in an age where facts and opinions are merged together in a completely, in a way that it's almost impossible for even an educated person to have the overview to grasp. But we're also living in an age where there is a great need not only to know the facts, but also to know how to use the facts, how to be critical on sources. And I believe that an ordinary 11-year-old girl is better skilled when it comes to being critical on sources on the internet compared to her father. After all, it's the fathers who vote, not the 11-year-old girls. And in 5 years' time, this 11-year-old girl will be a 16-year-old girl called Greta, telling the world a very, very simple message. You must have trust in science. Imagine, we are having a 16-year-old girl traveling the world on train, telling the leaders, trust in science. That's a very simple message, trust in science. And in order to have that trust in science, you need to have something that I would like to call Bildung, a foundation of trust in science, in public institutions, and above all, in each other. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you, Minister, for teaching us a new word, Bildung, which could be translated into French by culture, maybe. Thierry Bolloré, alors là, on a peut-être un problème, parce que quand on parle d'avenir, on ne voit pas forcément l'avenir de l'automobile comme quelque chose de tout à fait rayonnant. On voit plutôt ça comme une icône du passé. Comment est-ce que vous abordez cette question? Merci Nicolas d'introduire le sujet de cette façon-là. Mais premier élément, j'ai envie de vous dire que l'avenir, on y croit, mais on y croit parce qu'on s'y prépare. Vous savez que l'industrie, c'est quand même le temps long, c'est-à-dire qu'entre la conception d'un véhicule et sa commercialisation, il s'écoule un peu moins de 5 ans. Alors même si on vise à raccourcir fortement ces délais, aujourd'hui c'est ça, c'est du temps long. Ce qui veut dire qu'on est amené à faire des choix, à prendre des risques, et ces choix, on veut les faire de façon la plus consciente possible. Il est vrai que l'environnement d'incertitude croissante dans lequel on vit, que vous avez
parfaitement décrit, nous amène à réfléchir quand même avant de faire les choix que je viens d'évoquer. Alors, quand on regarde avec un œil automobile les différentes défiances dans lesquelles nous vivons, moi j'ai envie de partager avec vous deux d'entre elles. Il y en a de nombreuses, bien sûr. La première, c'est une défiance morale. Et là, il faut bien reconnaître que nous contribuons à parfois faire croître cette défiance morale. J'ai envie de vous prendre un exemple seulement, c'est le scandale du diesel en 2015. Il y en a un qui a triché, qui a menti, et c'est toute la profession qui a été affectée en termes de défiance, et je peux vous dire que ça dure, ça continue. Deuxième élément de défiance que j'aurais partagé, c'est plutôt la défiance de l'ordre éthique et même, j'ose dire, ontologique. Et là, on y contribue aussi quelque part. Alors, éthique, c'est par exemple le vieux débat du remplacement de l'homme par la machine. Chez nous, c'est de l'automatisation extrêmement forte dans nos usines, dans nos processus, mais ça touche aussi la vie du tertiaire. On automatise de plus en plus de processus dans le tertiaire grâce à la révolution numérique. Ça crée de l'angoisse, ça crée de l'incertitude, donc ça nécessite un accompagnement. C'est un point de ce deuxième élément sur la défiance. Mais ontologique, ça veut dire que aujourd'hui, le progrès technologique est tel qu'on entre dans une logique où l'homme se voit dépassé par la technologie. On n'est pas loin du transhumanisme, avec toutes les questions que cela pose et qui ne sont pas toutes rassurantes. Mais c'est ça le champ dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Alors, au bout du compte, ce qu'on observe, c'est la notion même de progrès qui est remise en cause. Ces défiances créent une remise en cause du progrès. Vous savez, si vous regardez l'automobile, et nos concitoyens, si on reste en Europe, à partir de 1945 et jusqu'au début des années 2000, pratiquement tout le monde croyait au progrès. Et j'ose vous dire que l'une, sinon l'icône de ce progrès, c'était l'automobile. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui avec toutes ces défiances? C'est que l'automobile est pratiquement devenue l'icône du progrès cassé. Vous voyez, donc un complet renversement de tendance, et nous, on se sent effectivement très au cœur de ce bouleversement. D'où la question et la translation vers la mobilité, elle est liée à ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'on part de l'auto, on ne parle plus de l'auto, on parle de la mobilité. Pour cette raison-là. Parce que c'est quoi la mobilité? La mobilité, c'est la liberté d'aller et de venir. Donc en clair, c'est un droit fondamental de l'être humain et qui est au cœur du lien social. Donc notre question pour nous, c'est comment réinventer la mobilité dans un monde qui doit réinventer le progrès. Et si je m'exprime en termes automobiles entre l'ancien et le nouveau monde, c'est avant on s'occupait du transport dans la vie, et maintenant il faut qu'on s'occupe de la vie dans le déplacement. Et c'est ça notre point de départ, vous voyez, à partir de cette analyse, pour se positionner en tant qu'entreprise automobile, afin de contribuer par nos produits, services et notre façon de travailler à donner du sens à cette nouvelle mobilité et au progrès de la mobilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de façon extrêmement concrète? La première chose, c'est de faire en sorte, comme on est très pourvoyeur de technologies, aussi bien dans nos produits et services que dans notre entreprise, dans notre façon de faire fonctionner l'entreprise, c'est déjà de s'assurer que nous soyons perçus, pour redonner confiance, comme des apporteurs de solutions. On fait partie du problème, donc on doit beaucoup plus faire partie des solutions qu'on apporte, et qui soient des solutions extrêmement concrètes, qui aident, qui facilitent la vie, non seulement des personnes, mais aussi de l'ensemble de la cité. Deuxième élément, c'est de faire en sorte que cette incroyable technologie accessible qu'on utilise et qu'on va utiliser de plus en plus, elle soit totalement tournée vers les hommes et les femmes, et j'ose dire vers toutes les parties prenantes avec lesquelles nous travaillons. Je vais prendre un exemple. Vous savez que l'automobile, pour que vous mesuriez la complexité de ce qu'on fait, c'est à peu près 5 à 6 000 pièces, c'est-à-dire 15 fois moins qu'un avion. Mais c'est à peu près 100 millions de lignes de code aujourd'hui, hein. C'est-à-dire 15 fois plus que ce que vous retrouvez dans ce même avion de ligne, tout simplement. Donc la complexité explose littéralement. Nous, notre but, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas angoissant, cette complexité, mais qu'elle soit au contraire rassurante et qu'elle permette d'aider à améliorer la sécurité, à améliorer l'inclusion, à faire en sorte que ce soit accessible, abordable, et en fait à améliorer effectivement la vie tout simplement dans le déplacement. Alors j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans cette dimension-là. Au-delà de la technologie,
on entre dans des écosystèmes et dans des complexes d'écosystèmes qui sont la seule manière d'apporter cette évolution de la mobilité. Je m'explique. Quand, par exemple, vous voulez faire de la mobilité dans des grandes villes ou en périurbain, et que vous voulez le faire de façon propre, de façon partagée, de façon abordable et de façon, j'ose dire, heureuse. Dans le passé, pour fournir des voitures, vous avez besoin de quelques partenaires. Aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir 6, 8, 10 partenaires autour de la table, qu'il s'agisse des municipalités, des régions, des États, des régulateurs, des gens qui font des infrastructures, des gens qui gèrent et qui construisent des immeubles, des énergéticiens. Et c'est quand vous rassemblez l'ensemble de ce monde autour de la table que vous trouvez des solutions. Donc on crée finalement, et on est obligé, ce qui est une excellente chose, de créer des collectifs qui donnent du sens et qui apportent des solutions. Et ça donne énormément de confiance, parce que les institutions qui ont connu des pertes de confiance, elles sont au cœur de solutions qui redonnent confiance. Comprenez-vous? Et même chose vis-à-vis de l'ensemble de ces acteurs, comme je l'ai déjà défini. Donc ça, c'est un premier élément, les éléments de partenariat qui sont maintenant au cœur de nos métiers. Et pas seulement avec les grands de la tech ou avec les startups, vous voyez, mais avec un monde beaucoup plus large, et c'est ce qui est en train de se passer. Un autre élément que je voudrais aussi partager, c'est tout ce qui a trait... Pardon? On va arriver au terme du... C'est tout ce qui a trait, et je terminerai là-dessus, ouais, au leadership, au management et à la gouvernance de nos corps sociaux, que sont bien sûr nos entreprises, mais bien au-delà. Et vous voyez, si on veut véritablement aller dans le sens que je suis en train d'évoquer, vous êtes obligé de développer ce qu'on appelle le trust management dans les entreprises. Alors chez nous, c'est devenu le Renault Way. Et vous êtes obligé d'utiliser des nouvelles façons de gouverner l'ensemble de vos troupes pour faire en sorte qu'en passant notamment en mode agile, c'est-à-dire en déléguant au maximum pouvoir et responsabilité, vous puissiez mettre chaque personne en situation d'avoir toutes ses qualités au service des clients, de l'entreprise et d'elle-même. Et ça, c'est un élément qui donne énormément confiance aux corps sociaux que nous représentons et évidemment à l'ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons. Voilà, merci beaucoup. Merci Thierry. Alors Benoît Potier, est-ce qu'on a raison de douter de l'avenir finalement? Alors, moi je voudrais démarrer en essayant de prendre le point de vue du citoyen, donc chacun d'entre nous, et démarrer en disant objectivement, les raisons de douter sont assez nombreuses. Ça c'est, et aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre, alors contexte qu'on peut regarder à l'échelle de la France, de l'Europe ou même du monde, tout nous pousse un peu à nous replier sur nous. Alors, qu'est-ce que je veux dire? On a perdu les repères de l'ordre international. Toutes les institutions mondiales aujourd'hui sont sous pression. Donc on ne peut plus faire confiance à cet ordre. Le climat, où on se dit, mais on va où? Là aussi, deuxième perte de repères. Le projet européen ne nous aide pas. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les technologies, on en a parlé, on continuera à en parler. Donc on a un petit peu une situation dans laquelle le citoyen fait face à des systèmes et il est un petit peu perdu pour essayer de se reconnecter et de voir où est sa place. Donc ça, c'est le constat. Et dans cet environnement-là, on a un peu de mal et on s'interroge sur notre capacité réellement à créer un avenir qui est un peu enthousiasmant. Alors quand on fait, par rapport à ça, un diagnostic lucide et qu'on regarde les décennies qui viennent de s'écouler, on a en fait vécu dans une période qui était une période de prospérité, de stabilité exceptionnelle. Donc c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire qu'on doute sur notre capacité à faire l'avenir, alors qu'en fait on vient d'un passé immédiat qui était un passé stable, en paix et avec des progrès tout à fait considérables. Alors qu'est-ce qui a manqué? Il manque à l'évidence aujourd'hui une capacité des acteurs, donc nous-mêmes, à expliquer aux citoyens à la fois la complexité des systèmes et de ce que l'on peut faire en pratique pour continuer à bâtir l'avenir. Donc je pense que cette notion de « je suis seul face à des systèmes, j'y comprends rien et on ne m'explique pas » est un petit peu au cœur de ce qui fait qu'en fait on doute de l'avenir. Alors, message d'espoir, c'est mon troisième point. Il me semble aussi que l'engagement des jeunes générations qu'on peut mesurer aujourd'hui,
Alors, on en a déjà dit un mot, mais c'est une évidence. Les résultats des élections européennes ont été quand même une petite surprise, une bonne surprise, de voir qu'en fait les jeunes se sont engagés plus que par le passé dans des élections. Alors, on le mesure au niveau de l'entreprise aussi très bien, quand on voit les jeunes embauchés ou bien les jeunes collaborateurs. En fait, la demande qui émane des jeunes générations est une demande extrêmement forte sur des valeurs ou une combinaison de valeurs qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait par le passé. Les jeunes demandent aujourd'hui que, outre la création de valeur économique, on leur donne un sens. Je suis frappé de voir dans une entreprise comme la nôtre combien, dès que l'on met en œuvre un projet au niveau de l'entreprise qui a un sens par rapport à notre environnement, on a une adhésion extrêmement forte des jeunes. Alors, c'est les jeunes qui travaillent, mais c'est aussi la société. Il se trouve que notre société a beaucoup d'actionnaires individuels et que donc on rencontre énormément de personnes en France. On a à peu près 410 000 actionnaires que je vois extrêmement régulièrement. Dès qu'on donne un sens, en fait, les questions de fond réémergent et sont vraiment au cœur des discussions. On arrête de parler du cours de bourse, pour être très concret, et on parle en fait de l'avenir de la société. On pose des questions sur qu'est-ce que l'on fait pour les 5, les 10, les 15 prochaines années. Et pour raccrocher et donner un peu d'espoir à Thierry Bolloré, on parle pas mal de voitures, on parle pas mal de voitures propres, électriques, hydrogène, etc. Donc dès que, en fait, on a des sujets qui sont des sujets concrets et qui dépassent le cours de bourse, eh bien, en fait, on crée l'adhésion. Donc dès qu'on donne un sens, en plus de la valeur économique, on a quelque chose qui tient la route. Alors, les entreprises, où en sont-elles? J'ai le sentiment que l'entreprise doit d'abord et avant tout être transparente. C'est un must. Création de confiance, c'est une évidence. Et s'appliquer une gouvernance qui soit irréprochable, c'est un prérequis. Si on n'a pas ça, on n'est pas crédible, on n'a pas de voix. Il y a une chose que l'entreprise peut faire aussi, et qui est très importante, c'est l'innovation. C'est en fait d'investir sur l'innovation. En fait, l'entreprise est un acteur majeur pour créer l'avenir, puisque c'est elle en partie qui peut mettre des moyens pour innover et créer quelque chose qui a plus de sens. Les technologies jouent un rôle extrêmement important. On parle beaucoup de climat, mais le climat, c'est une partie seulement de l'avenir. Moi, j'ai été frappé de voir très récemment combien tous les sujets se rejoignent. Le climat d'un côté, mais la chaîne alimentaire, l'économie circulaire, la vie dans les villes, la façon dont on connecte cette vie de tous les jours avec la politique, donc comment la politique concrètement se met en place au niveau des territoires, tout ça est extrêmement important. Donc, en termes d'entreprise, il faut en fait commencer à se repositionner sur les innovations qui vont faire la différence dans le futur. Donc, en conclusion, pour ne pas être trop long et respecter les horaires qu'on nous a imposés, il me semble en fait qu'on a les ingrédients, mais on a manqué et on manque d'explications. Les systèmes deviennent complexes, donc c'est à nous de simplifier, c'est à nous de décrypter et c'est à nous de reconnecter en fait la complexité du monde avec ce qu'attendent les citoyens. Je pense qu'à cet égard, les entreprises ont beaucoup de choses à faire. On nous demande très souvent d'être plus vocaux, d'expliquer mieux. Et je pense que ce que l'on vit actuellement est à la fois une crise et en même temps un espoir. Je pense qu'en prenant en compte tout ce que je viens de dire et en s'appuyant sur les jeunes générations, nous avons un avenir. Merci. Alors Valérie Pécresse, j'aurais envie de vous demander comment est-ce qu'on explique cette défiance vis-à-vis du progrès qui se répand. On en a 1000 exemples, y compris aujourd'hui au Pays de Pasteur, des gens qui doutent de l'intérêt des vaccins. Comment est-ce que vous expliquez ça? Moi, je voudrais l'expliquer, mais je voudrais aussi en mesurer toutes les conséquences sur notre vie et sur notre avenir. Parce que moi, je voudrais développer 4 points, mais je l'ai dit parce que comme ça, on m'amènera directement au 4e si je suis trop longue sur le 3e. Non. D'abord, comme ça a été très bien dit, les Français, nos concitoyens, ont des raisons d'avoir peur. Ils ont des raisons d'avoir peur parce qu'il y a eu des scandales
Et ils ont des noms, Dieselgate, Mediator, la question du climat, du réchauffement climatique, où on a mis beaucoup de temps avant de trancher. Quand j'étais ministre il y a 10 ans, c'est moi qui ai obligé l'Académie des sciences à se prononcer, en leur disant, bon, maintenant, dites-nous en l'état de la science s'il y a réchauffement ou pas réchauffement, parce que la controverse était très vive. Et vous savez comment fonctionnent les médias. À la télévision, c'est 50% pour le oui, du temps de parole, 50% pour le non. Ils considèrent qu'ils ont fait leur travail. Ben non, je le dis à tous les journalistes qui sont dans cette salle, mettre 50% de climato-sceptiques face à 50% de climatologues, ça ne fait pas une vérité scientifique. Ah oui, mais il faut quand même le dire. Et donc le sujet, c'est que en réalité, nos concitoyens ont l'impression que c'est eux qui ont apporté la vérité dans le débat. Ils ont l'impression qu'il y avait une espèce de collusion du système politique et des entreprises et économique, une collision de système pour leur cacher la vérité. Et donc tous ces scandales ont nourri un discours anti-système et ont nourri un discours, une théorie du complot généralisée. Et face à cette situation qui est quand même très 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 grave, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous avons un discours qui est en train de se construire autour de l'idée d'écologie. Ce concept d'écologie, il doit être quand même analysé de manière très attentive, voire même déconstruit. Et moi, j'invite à ce que, là, dans ces journées économiques, on en parle, mais on en parle vraiment et on creuse l'idée. Pourquoi ? Je vais vous donner, c'est mon deuxième point, les conséquences de tous ces scandales et de toute cette absence de transparence et de toute cette rébellion des citoyens. Les conséquences, ça aboutit à des contradictions flagrantes. On se met à faire une sorte de populisme écologique, et ça donne quoi ? Eh bien, ça donne concrètement, je vais vous donner des exemples, ça donne, dans ma région, en Île-de-France, des bus sans climatisation. Tous les bus d'Île-de-France sont sans climatisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, les écologistes qui, à l'époque, participaient au gouvernement de la région, ont dit « la climatisation, ça consomme de l'énergie ». C'est vrai, c'est vrai. Et donc, si on se place dans l'idée que les bus seront toujours des bus au diesel, qui seront toujours sales et qu'ils consomment énormément d'énergie carbonée, bah évidemment, logiquement, on se dit on ne fait pas de clim. Imaginez aujourd'hui, la semaine dernière, enfin, il y a 10 jours, des bus d'Île-de-France à 45 degrés. Alors que disent nos concitoyens ? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bête, Valérie Pécresse. Elle s'occupe des transports et elle ne nous met pas la clim dans les bus. Bon, alors évidemment, vous voyez bien, un bus, 15 ans de durée de vie, investir dans les bus, racheter des bus, ça prend 15 ans. Donc bon, évidemment, on accélère le processus pour faire une transition vers la clim. Mais avec le réchauffement climatique, il faudra qu'on ait de la climatisation dans les bus. Et moi, je n'achète plus aucun bus depuis 3 ans qui n'est pas climatisé. Mais il a fallu que je prenne la décision, et la décision n'était pas simple à prendre. Parce que le débat, il existe, effectivement, entre la question de la consommation énergétique et la question du bien-être de la population. Même sujet sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il y a 10 ans, les écologistes, toujours les mêmes, qui dirigeaient ma région, ont décidé qu'on faisait un moratoire sur le Wi-Fi dans les lycées, sur le déploiement du Wi-Fi dans les lycées. Pourquoi ? À cause des incertitudes sur les conséquences des ondes Wi-Fi sur la santé des adolescents. Vraie controverse, mais basée sur peu d'études et peu d'évaluations. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les 560 lycées, pour les 560 000 élèves d'Île-de-France, il n'y a pas de Wi-Fi. Et ça a des conséquences antisociales très fortes, parce que les parents qui ont le Wi-Fi chez eux, eh bien, eux, leurs enfants ont accès à toutes les ressources numériques. Les parents qui n'ont pas le Wi-Fi chez eux n'ont pas le Wi-Fi à l'école pour compenser le fossé numérique. Donc, évidemment, j'ai repris tout à zéro. Je suis partie des études scientifiques sur le Wi-Fi et j'ai dit, bah, écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas de nocivité prouvée. Et puis, de toute façon, on va réguler l'usage. Et donc, on va déployer le Wi-Fi. Et je suis en train, à marche forcée, de déployer le Wi-Fi en 2020. Tous mes lycées seront au Wi-Fi et je mettrai la moitié des lycées au tout numérique. Mais si vous voulez, le problème, il est là, c'est qu'on va se retrouver dans une contradiction très forte entre les besoins que nous avons, y compris les besoins pour donner du progrès social, et en même temps les inquiétudes justifiées, là encore, d'une société qui a été durement éprouvée. Et ça va avec, par exemple, la nouvelle proposition de M. Canfin qui dit, bon, bah, maintenant, plus de vol intérieur. Plus de vol intérieur parce que les avions consomment
consomment beaucoup plus, et c'est vrai, beaucoup plus d'énergie carbonée que les trains, et puis de toute façon, il faut plus circuler en vol intérieur. Mais ça veut dire que si on dit ça, on se prive aussi peut-être de la rentabilité nécessaire, les vols intérieurs, ça rapporte de l'argent aux compagnies, de la rentabilité nécessaire pour chercher sur l'avion propre. L'avion propre qui, demain, sera peut-être silencieux et décarboné. Le jour où l'avion est silencieux et décarboné, je ne vois pas pourquoi on priverait les citoyens du monde de la liberté d'aller et venir, de se déplacer, de s'ouvrir au monde. Voilà. Donc le sujet, c'est les contradictions dans lesquelles un populisme écologique pourrait nous conduire. Et j'ajoute que ce populisme écologique se révèle très souvent antisocial, parce que c'est les plus défavorisés, les plus pauvres, qui sont confrontés à des normes écologiques de plus en plus dures. On pense évidemment aux restrictions de circulation des voitures polluantes, par exemple. Alors, face à ça, solution. Parce que vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il faut qu'on arrive à bâtir des tiers de confiance. Et je rejoins complètement ma collègue Ekstrom pour dire que la question des tiers de confiance est absolument posée. Alors, qui sont les tiers de confiance? Autorités sanitaires. Oui, à condition qu'elles ne soient pas conflictées, à condition qu'elles ne se décrédibilisent pas elles-mêmes. Les collectivités publiques, oui, à condition qu'elles ne soient pas dirigées par des populistes, parce que le jour où les collectivités prendront, et ça arrive même avec des partis de gouvernement, prendront des décisions qui sont guidées uniquement par une volonté de suivre les inquiétudes de leurs administrés, au lieu de les diriger, au lieu de prendre des décisions rationnelles, d'aller vers l'irrationnel, eh bien, les collectivités manqueront à leur responsabilité. Et j'ai plein d'exemples, là aussi, de collectivités qui préfèrent jouer sur les peurs et les accompagner, parce que c'est plus facile de suivre la population que de la guider. Et donc, le sujet des collectivités est clairement posé. Puis le vote, vous le savez, la démocratie, c'est toujours fragile. Pareil, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De l'évaluation et de l'expertise. Mais là encore, ça suppose qu'on reconnaisse la parole d'un vrai expert par rapport à la parole d'un demi-sachant. Et dans les lanceurs d'alerte, vous avez un peu de tout, hein. Vous avez des vrais experts et vous avez des demi-sachants. Je ne donnerai pas d'exemple, mais j'en ai en tête de gens qui ont expliqué la Constitution de l'Europe en n'ayant jamais eu le moindre diplôme de droit, hein. Bon, voilà. Non, mais... Et on les écoute largement plus que les professeurs de droit, parce que les professeurs de droit sont suspects, ils sont dans le système, vous voyez. Bah oui. Pareil pour les économistes, mais je ne défierai pas le... Bon. Alors le sujet, c'est est-ce qu'on peut définir les conditions d'une croissance sobre et d'une croissance saine? On dit croissance durable. Le mot durable n'est pas un bon mot, je le dis, parce que durable, ça ne parle pas aux gens. Les gens, durable, ça veut dire quoi, durable? Moi, je veux durer, mais bon, durable, bon. Saine et sobre. Sobre, on comprend, ça veut dire qu'on économise les ressources de la planète, qu'on va lui rendre, on parlait de recyclage, enfin, il y a plein de moyens de dire que la croissance est sobre. Mais surtout qu'elle soit saine, la croissance. Saine humainement, saine environnementalement, parce que le sujet, c'est finalement notre santé et la santé de la planète. Et je pense que le vocable de santé, avec tout ce que ça comporte d'expertise, peut être meilleur. Alors j'arrive à le dernier point. Soyez très convaincus qu'au cœur du sujet que vous abordez aujourd'hui, il y a une notion qui est celui de la décision publique, la décision politique. Si on n'arrive pas à définir des tiers de confiance suffisamment solides, des piliers suffisamment solides pour détricoter les fake news, etc., eh bien on arrivera à une société bloquée et non plus à une société de progrès. On arrivera à une société qui ne saura pas décider. Et là encore, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle de la voiture, et Thierry a très bien dit que le problème, ce n'était pas la voiture, le problème c'est la pollution. On se trompe d'ennemi. Et aujourd'hui, si je prends ma région, le fléau, c'est l'autosolisme. L'autosolisme, c'est quoi? C'est le fait que dans chaque voiture, il y a une seule personne en moyenne. Donc on nous dit, développons le covoiturage. Alors ça, c'est le politiquement correct. Développons le covoiturage, mettons plein de monde dans les voitures. Oui, d'accord. D'abord, il faudrait que les chauffeurs acceptent d'ouvrir leurs portières. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire qu'un employé, un cadre, un artisan va prendre des passagers dans sa voiture qui est chez lui? Eh bien, c'est qu'il aura un avantage. Je parle à des économistes, un avantage. Et donc, il faut avoir des incitations positives. Quelle est l'incitation positive majeure dans une région métropole? C'est de gagner du temps.
de gagner du temps dans sa journée. Parce que les embouteillages, c'est le stress, c'est la plaie, et puis qu'on perd son temps. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, ça fait 2 ans que je me bats pour qu'on ouvre les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes au covoiturage. Les bandes d'arrêt d'urgence, elles existent. Il n'y a pas besoin de faire des infrastructures, elles existent. C'est zéro coût d'investissement, ou quasi. On ouvre les bandes. Et on met dessus, et on dit, tous ceux qui ouvrent leur portière, ils roulent sur les bandes d'arrêt d'urgence. Et là, on divise par 2, potentiellement, le trafic. Non, mais je le dis parce que ça a l'air très simple. Eh bien, ça fait 3 ans qu'on en parle et qu'on ne le fait pas. Pourquoi? Toutes les solutions technologiques existent. La vidéo, verbalisation existe. Tout existe. C'est une question de normes, c'est une question de volonté. Donc, inventons, s'il vous plaît, une écologie de progrès. Merci Valérie. Rapidement les uns et les autres, parce que vous avez tous parlé de progrès technologique. Moi, j'aimerais juste vous poser une question simple. Est-ce que vous considérez que, que le progrès technologique n'est finalement plus une valeur consensuelle dans les pays occidentaux? Parce qu'ailleurs, on peut en discuter, en Chine, mais dans les pays occidentaux, est-ce que vous considérez que ça n'est plus une valeur consensuelle? C'est absolument clair, mais même ça traverse tous les partis politiques. Il y a des anti-progrès dans tous les partis politiques. Et point par point... Thierry ? Je pense que si les personnes, effectivement, et nos concitoyens ne comprennent pas à quoi ce progrès technologique va faire grandir d'une façon ou d'une autre leur personne, leur environnement et leur faciliter la vie, effectivement, il y a des raisons de penser qu'ils ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, ça ne passe plus. C'est logique. Donc c'est pour ça qu'on a tellement... Je pense que ce que Benoît a dit en termes de pédagogie est extrêmement important, d'explication et de choix aussi sur la façon dont on opère cette transformation avec des progrès qui servent les personnes. Benoît ? Oui, moi je pense que le progrès déconnecté, oui, là on a un vrai problème. Et à partir du moment où on arrive à reconnecter le progrès avec des choses qui sont tangibles, on a en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer et bâtir l'avenir. Donc ce n'est pas une question de progrès, c'est une question d'expliquer à quoi ça sert et comment ça va réellement améliorer la vie individuelle et collective. Je pense que ça c'est important. Je peux dire juste une chose. Ah oui, pardon, Anna, excusez-moi. Thank you. Well, absolutely, yes. My background is in the trade unions, and in the Nordic trade unions, we used to say that never be afraid of new technique. It's the old technique that takes away the jobs. New technique is good for the jobs. And new technique is also very good for growth. We haven't come into growth in this panel, but I would like to underline the positive connection between growth, good industrial relations, a cohesive society, and a trust. If you look at the wide world research, you will see lots of you will see similarities, but there is one really strong causality, and that is between trust, good institutions, trust in each other, and growth. A cohesive society based on trust promotes growth and decency. Thank you. Néanmoins, ce que je retiens quand même, c'est que, Philippe, tu compléteras éventuellement, mais c'est que malgré toutes ces raisons de douter, malgré cette défiance, malgré tout ce qu'on vient de dire, vous avez quand même un message relativement optimiste par rapport à ce qui nous attend, à cet avenir. Vous avez évoqué les jeunes, y compris au sein d'Air Liquide, qui... visiblement, il y a une différence avec la génération qui est au-dessus. En tout cas, on retient quand même un message plutôt positif. Philippe ? Je voulais juste terminer sur les choses. Je crois que le progrès, c'est la combinaison de technologie et d'institutions. Et les crises arrivent quand les institutions ne s'adaptent pas aux technologies. On voit bien qu'aux États-Unis, la révolution des TIC aux États-Unis, en l'absence de bonnes lois de concurrence, qu'est-ce que ça a donné? Ça donne une croissance déclinante et des rentes qui augmentent. On voit que la révolution de l'intelligence artificielle, ça profite surtout aux gens qualifiés.
C'est-à-dire que si on n'a pas un bon système éducatif, comme l'a mentionné Anna, si on n'a pas des bonnes législations en matière de concurrence, si on n'a pas la transparence dont parlaient mes amis, eh bien à ce moment-là, il y a défiance à l'égard du progrès. Et à ce moment-là, la technologie, au lieu de générer tout ce qu'elle peut donner, parce qu'elle peut donner le meilleur, eh bien elle finit par donner le pire. Et tout le challenge, c'est d'adapter les institutions et les politiques aux technologies. Et c'est ça qui produit le progrès. Voilà. Merci Philippe. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Ne partez pas, il y a un formidable débat qui suit. À tout de suite.